L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé, malgré lui, dans cette Bavière en pleine ébullition, où pullulent les groupes d'extrême droite. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919. Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. La Bavière est alors très à droite, tandis que le pouvoir à Berlin est plutôt de centre-gauche et porte le nom de République de Weimar, du nom de la ville où vient d'être votée la nouvelle constitution. Hitler, transformé en Bavarois, hurle avec les loups contre les criminels de novembre, ceux qui ont signé l'armistice et le honteux diktat de Versailles. Des idées partagées par l'armée et surtout par les anciens combattants qui se réunissent dans les grandes brasseries de Munich, comme la Bürgerbräukeller, où Hitler fait sa grande entrée, le 13 août 1920, avec une conférence intitulée « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Pour Hitler, la réponse est qu'au-delà de sa haine viscérale des Juifs depuis la défaite, l'antisémitisme est le meilleur moyen d'attirer les militants nationalistes. Hitler galvanise les excités de son groupuscule d'extrême droite qui le prennent pour chef et lui procure une voiture, signe de son importance. Alors il change le nom du parti. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Dans son petit local d'une brasserie de Munich, il dessine l'emblème du parti. Il écrira dans Mein Kampf, « Après d'innombrables essais, je choisis un drapeau rouge pour montrer la dimension sociale de notre mouvement, avec un rond blanc pour sa vocation nationaliste et la croix gammée, symbole de l'arien, éternel antisémite. » Pour protéger ces réunions, il crée les SA, les sections d'assaut, une petite milice à qui il procure des vestes provenant d'un stock de l'ancienne douane austro-hongroise. Son radicalisme fait passer le parti de 2000 à 20 000 membres, 10 fois plus en un an. Il a réussi grâce au soutien d'une sorte de secte raciste, la société de Thulé, du nom d'un royaume nordique de légende. Ses membres financent un journal avec des fonds d'origine douteuse. Ce journal devient celui du parti nazi avec un nouveau titre, Völkischer Beobachter, l'observateur racial. Son directeur, membre de la société de Thulé, est Alfred Rosenberg, qui se prétend le théoricien de l'antisémitisme. Confus et le plus souvent délirant, il sera l'un des grands inspirateurs de la Shoah. Un autre ancien membre de la société de Thulé, alors étudiant, est Rudolf Hess, qui deviendra le secrétaire d'Hitler et l'un de ses plus serviles et fanatiques complices. À ses premiers militants se joindra un héros de la Grande Guerre, Hermann Göring, l'un des plus célèbres pilotes de chasse allemands. Comme beaucoup d'autres, il a eu du mal à se réadapter à la vie civile. En Hitler, il trouve le porte-parole de ses idées contre-révolutionnaires et deviendra le numéro 2 du régime et, entre autres, l'un des instigateurs des camps de concentration. En 1922, Hitler fait défiler Göring à côté du général Ludendorff, encore en casque à pointe, pour montrer aux anciens combattants que leur grand chef de guerre est avec les nazis. Car Ludendorff
l'un des responsables de la prolongation de la guerre de 14, est convaincu que les politiques l'ont privé de sa victoire. Cette thèse est partagée par beaucoup de généraux allemands, et l'adhésion de Ludendorff aux idées nationalistes ouvre de nouvelles perspectives à Hitler. Tout paraît possible. En Italie, l'extrême droite, le parti fasciste de Benito Mussolini, vient de prendre le pouvoir. Le Mussolini allemand serait-il Hitler ?